Les chantiers ne s'arrêtent jamais. Au Vietnam, hein, c'est 24 heures sur 24. Même le dimanche? Même le dimanche. Ce rôle de chef, homme fort, qui donne des orientations, ça marche pas en France? Ça marche moins. Alors de toutes ces années au Vietnam, si tu avais des choses à retenir, que tu voudrais partager avec nos auditeurs sur le monde du travail, sur l'engagement, sur l'énergie. Je m'appelle Eric Graton, je travaille chez Artelia depuis 2018. J'ai toujours travaillé dans le monde de l'ingénierie, dans la construction, plutôt dans les grands projets d'infrastructure. Puis je dirige aujourd'hui la filiale au Vietnam, qui est une grosse filiale. On est 700 collaborateurs. On travaille un peu dans tous les domaines de la construction. On fait du bâtiment, on fait de l'industrie, on fait des projets d'énergie renouvelable, aussi sur des projets d'infrastructure de transport, puisque c'est aujourd'hui un des grands sujets au Vietnam, de construire des métros, de construire des TGV, de construire des projets portuaires aussi. Alors justement, à propos d'engagement, comment ça se passe l'engagement des collaborateurs au Vietnam? Les collaborateurs, globalement, sont très engagés. Ils travaillent beaucoup. C'est aussi une des particularités des salariés vietnamiens qui sont mobilisés pour la plupart d'entre eux 6 jours par semaine. Donc les Vietnamiens travaillent du lundi au samedi non-stop? Pas tous les samedis, mais en tout cas, c'est une pratique assez courante, en particulier sur les chantiers. Nous, on a beaucoup de missions de gestion de chantier. Donc, au-delà de ici, aujourd'hui, on est dans les bureaux d'Artelia, mais on a beaucoup de personnes qui passent leur vie sur les chantiers, et les chantiers ne s'arrêtent jamais. Au Vietnam, c'est 24 heures sur 24. Même le dimanche? Même le dimanche. Il y a beaucoup de vacances au Vietnam, il y en a moins, comment ça se passe? Alors au Vietnam, il y a peu de vacances. Ouais. Les employés chez Artelia ont à peu près la moitié des congés des employés français, par exemple. Ah oui, et les employés ont moins de congés. Et culturellement, prendre des vacances au Vietnam, c'est pas encore quelque chose, en tout cas dans nos structures, qui est complètement intégré. Les gens prennent des congés plus pour un événement familial, pour aller visiter la famille, mais prendre une semaine, 10 jours, 3 semaines de congés comme on peut connaître en Europe pour aller faire un break à la plage, à la montagne, c'est pas aujourd'hui tellement inscrit dans les mentalités. Ça commence, surtout les jeunes générations, ou les Vietnamiens qui ont été étudiés dans des pays occidentaux, qui reviennent aussi un peu avec cette approche. Mais globalement, les générations, j'allais dire post-trentenaire ou post-quarantenaire, sont pas du tout dans cet état d'esprit. Alors, tu parlais d'une société où les gens étaient très engagés. Est-ce que c'est quelque chose qui est propre au monde de l'ingénierie dans lequel tu évolues, ou est-ce que c'est quelque chose qui est propre à la façon dont les Vietnamiens travaillent? Je pense que c'est un engagement qui est général, c'est-à-dire que les Vietnamiens sont très engagés dans leur travail, hein, et dans le travail bien fait en général, avec une approche qui est de toujours trouver une solution, toujours répondre à un problème. C'est vraiment l'état d'esprit, et essayer d'apporter une réponse satisfaisante au projet sur lequel ils travaillent, à l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Après, sur moi, ma compréhension aussi de la culture vietnamienne du travail, c'est que le salariat, faire partie d'une entreprise, n'est pas forcément le modèle de succès personnel. Les Vietnamiens sont plutôt orientés vers faire du business, avoir son propre business, devenir un jour son propre patron, et faire partie d'une société comme Artelia. Je pense qu'il y a beaucoup de nos staffs qui sont très fiers. Hein. On est un des leaders aujourd'hui de la construction au Vietnam, mais c'est pas l'aboutissement personnel. L'aboutissement personnel, c'est plutôt un moment d'avoir son business, d'être autonome, d'être entrepreneur, plus que d'être salarié et d'avoir un CDI comme on a l'habitude dans nos cultures occidentales. Le Graal du CDI, la sécurité de l'emploi, c'est pas forcément la culture ici. Et on a, heureusement ou malheureusement, régulièrement des employés qui saisissent une opportunité de créer un business, d'accompagner un ami, un proche dans la création d'un business. Et on sent que ça, c'est quand même, c'est ça le succès. C'est ça le succès final, plus que de avoir une carrière dans une entreprise comme Artelia. Mais en quoi est-ce que ça explique l'engagement des Vietnamiens? Le fait qu'ils aient ce mindset business? Il y a un engagement, je pense qu'il y a un engagement personnel qu'ils ont à produire quelque chose d'utile, à produire quelque chose pour eux. Et ça, c'est un engagement qui est très fort. Donc, c'est pour ça que parfois, je pense que dans l'approche qu'ont les employés vietnamiens, ils veulent aussi trouver une réponse personnelle à leur engagement et pas forcément au succès global de l'entreprise. Est-ce que tu as des actions spécifiques que tu mènes pour maintenir l'engagement dans la société? Je suis assez vigilant aussi à pas avoir une approche trop occidentale.
qui ne fonctionne pas avec les Vietnamiens. Au Vietnam, le sentiment que j'ai, c'est que le rôle du chef est extrêmement important. Alors, c'est pas forcément le grand chef, c'est pas forcément le directeur général d'Artelia Vietnam, c'est à chaque strate, il faut que chaque responsable donne un cap, donne une direction et s'engage aussi personnellement et montre un peu une voie à ses équipes. En Europe, on est plus habitué et de plus en plus à essayer de faire du collectif, à donner du sens, à être à l'écoute de chaque employé, donner une réponse à son besoin pour que l'employé ait du plaisir au travail et s'engage auprès de son employeur. Au Vietnam, l'engagement du manager, c'est plutôt quelqu'un de fort, quelqu'un qui donne une direction, quelqu'un qui est assez clair dans ses décisions, assez tranchant parfois, et c'est ça qui est attendu des employés. Du manager. Ouais. C'est assez différent de tout à fait. que toi. Ouais, complètement. Moi, venant de la France, avant d'arriver au Vietnam, il y a bientôt 5 ans, je travaillais en France et des responsabilités managériales. La France est plus maintenant dans la quête de sens. Que les employés recherchent et que l'entreprise doit donner et l'esprit d'appartenance, etc. Au Vietnam, le rôle du manager, c'est plutôt un rôle fort, un rôle de chef, peut-être qui était plus actif il y a 15 ou 20 ans en France. Parce que ce rôle de chef, homme fort, qui donne des orientations, ça marche pas en France? Ça marche moins. Ça marche moins. Aujourd'hui, en tout cas, pareil, je parle plus dans mon secteur. Aujourd'hui, les collaborateurs d'une entreprise comme Artelia, bien sûr, sont heureux d'avoir un leader qui a une capacité managériale, qui sait prendre des décisions, mais ça suffit pas. En tout cas, ça suffit plus. Il faut qu'on donne du sens, il faut qu'on soit à l'écoute, il faut qu'on arrive à convaincre aussi chaque employé que sa position dans l'entreprise est cohérente, que la stratégie est cohérente, etc., etc. Donc il y a une approche qui est différente, qui est intéressante également, mais qui est moins valorisée dans les équipes vietnamiennes. Parce que les Vietnamiens ne te posent pas cette question du sens, cette question du pourquoi on fait les choses. Moins. Eux, ce qu'ils veulent, c'est plus être rassurés sur le fait d'avoir un leader, pas qui forcément charismatique, et puis qui est fort, et qui tranche, et qui vient, et qui sait de quoi il parle, et qui est là dans les moments difficiles, plus que ce qu'on pratique aujourd'hui dans les pays occidentaux, où le leader est toujours leader, mais se met plus dans un niveau collaboratif qu'un niveau de leader. Comment tu l'expliquerais, cette façon d'agir? Je pense que c'est culturel au Vietnam, hein, où il y a même familialement, dans la famille, il y a une hiérarchie assez claire entre les différentes strates de la famille, des grands-parents, des parents, etc. Et je pense qu'il y a une orientation et une culture du leader. Alors je ferai pas de parallèle avec les leaders vietnamiens, mais en tout cas qui est aujourd'hui très forte, quoi. Et je pense que les questions qu'on se pose aujourd'hui en Occident sur la quête de sens sont pas aujourd'hui complètement aussi prégnantes. Ce qui veut pas dire que, parce que ce qui est hyper intéressant au Vietnam, c'est que moi je le vois même en 5 ans, c'est un pays qui bouge très vite, les mentalités changent très vite, les priorités changent très vite. Ça veut pas dire que dans quelques années, les collaborateurs et les nouvelles générations qui commencent à rentrer chez nous se poseront pas ces questions et attendront pas des réponses de notre part, en particulier parce qu'on est une société internationale et qui devra se différencier dans l'avenir. Donc, alors justement, les nouvelles générations de Vietnamiens, est-ce qu'elles sont différentes des anciennes générations? Moi, j'ai le sentiment. Les zoomers dont on parle beaucoup en France. Moi, j'ai le sentiment. Déjà, elles sont beaucoup plus connectées, donc beaucoup plus informées, et se questionnent un peu plus que les collaborateurs plus anciens qui sont plus dans l'efficacité dans le travail, dans suivre la direction donnée par le chef, par l'entreprise, et les jeunes générations se questionnent un peu plus, y compris sur des questions. Et nous, on est au cœur de ça, hein, parce que une société d'ingénierie, tous les sujets environnementaux, les sujets sociétaux, ça fait partie aussi de notre travail. Ça ne veut pas dire qu'ils se questionnent forcément tous par rapport au sens de leur mission, mais en tout cas, ils sont très réceptifs à tout ce qu'on organise, à tous les messages qu'on peut passer sur ces problématiques. Et on sent que le Vietnam est en train de se poser aussi très activement ces questions et est en train d'agir
aussi dans cette quête de sens. Tu me disais, quelles sont les actions spécifiques, toi, en tant que patron, tu mènes dans une société vietnamienne et qui pourraient être différentes de celles que tu aurais fait en étant en France? Alors, on a, donc je reviens sur ce comité CSR là, qu'on a déployé depuis 3 ans maintenant, qui est un comité qui vise justement à offrir à nos collaborateurs une fenêtre sur ces sujets sociétaux et environnementaux, donc avec des activités, avec des possibilités qu'ils peuvent avoir d'aller passer du temps dans des ONG ici au Vietnam, ou en tout cas des structures caritatives, les faire réfléchir à tout un tas de sujets environnementaux, aux conséquences de ce qu'on réalise au Vietnam, de ce qu'on construit, et de penser aussi un peu différemment. Après, ça peut être aussi des sujets très basiques sur la gestion des déchets, la collecte des déchets, qu'est-ce qui se passe derrière, comment ça fonctionne, et comment aussi faire en sorte qu'on fasse un peu groupe. C'est des pratiques courantes de team building, de célébration, de year-end party, de karaoké. Je fais des visites de chantier ou n'importe quel leader de l'entreprise. À la fin, l'objectif aussi, c'est d'avoir un moment de convivialité qui soit simple, aller manger un morceau, boire un coup, et prolongé par un karaoké. C'est important, la notion de karaoké. Ouais, c'est extrêmement important. Après le Covid, les karaokés ont réouvert avant les écoles au Vietnam. Donc parce que comment ça se passe? Tout le monde va chanter? Ouais. Et ils chantent quoi? Ils chantent de tout ce qu'ils ont envie de chanter, des chansons vietnamiennes, des chansons anglophones, et donc c'est un moment important. Important. C'est-à-dire que tu arrives avec toute l'équipe et tout le monde doit chanter. Et tout le monde chante. Et dans une approche, on a tous fait des karaokés dans notre jeunesse, où parfois les gens ont un regard un peu critique, un peu moqueur. Au Vietnam, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que n'importe qui chante, n'importe quoi, de n'importe quelle manière. C'est un bon moment, tout le monde est heureux, et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. C'est juste un moment de fête et de partage. Est-ce que ça permet de rapprocher les gens? Ouais, tout à fait, complètement. Ouais. Et puis de briser un peu les barrières et d'avoir des souvenirs en commun. Et c'est important, c'est très important. Ces moments-là sont très importants. Ouais. Alors, j'ai un autre sujet dans ce podcast qui est lié à l'énergie. Quand on se promène à Saigon, on a ce sentiment impalpable qu'il y a énormément de vitalité, de dynamisme, d'énergie. Est-ce qu'il y a des raisons à ça? Enfin, mon sentiment, c'est que dans l'esprit ici des Saïgonais, on est toujours disponible, toujours prêt à faire quelque chose, toujours prêt à répondre à une sollicitation. Peu importe d'où elle vienne, peu importe quelle qu'elle soit. En tout cas, moi, je le vis en tant que manager d'une société comme Artelia. Quand on a une sollicitation, quand on a un événement, un problème à résoudre, on va jamais être reçu par un collaborateur en disant non, attends, je pas le temps, on se revoit demain, on s'en reparle la semaine prochaine, calons un meeting, etc. Les gens sont toujours prêts à répondre dans l'instantanéité. Alors, ce qui a des avantages, parce que on sait qu'on peut toujours trouver une réponse à un problème, toujours trouver quelqu'un qui va s'occuper de ton problème. Mais qui abandonne tout pour s'occuper de ton problème. Ouais, voilà. Donc, le revers de la médaille, c'est que parfois, on gère, c'est la dernière priorité qui l'emporte, et on n'est pas toujours dans la planification et la gestion d'un risque en disant attends, quelle est la bonne décision, quelle est la bonne voie. On a un problème, on trouve une solution. Ce qui génère cette espèce de phénomène d'accélération et d'hyperactivité. Après, c'est une réponse globale. On a aussi, fort heureusement, tout un tas de collaborateurs vietnamiens qui vont avoir une approche un peu plus posée, etc., etc. Mais la nature première et la réaction première qui est hyper excitante aussi pour un Français comme moi, c'est tu as un problème, je vais essayer de te trouver une solution tout de suite. Quoi. Oui, donc il y a le côté je trouve une solution, mais qu'est-ce qui explique ce sentiment que ça va aussi vite? Je pense que naturellement ça crée une accélération, c'est-à-dire que tout le monde ça bouillonne en permanence, là où dans une culture plus occidentale, on va dire attends, très bien, je prends note, je pose ça sur la pile. Non, donc hop, on agit, on répond, on appelle, on communique, on trouve un supplier qui va venir, on va réparer, on va résoudre, donc ça crée cette agitation, quoi. Et ça percole sur l'ensemble des sphères de la société. Oui. Tout est géré comme ça.
Ah oui. Tout est géré comme ça. Il y a Mais donc les projets en long terme, c'est plus compliqué alors, puisqu'on gère c'est très compliqué. Et on a essayé, nous, récemment, sur certains de nos grands projets, de déployer. Le client était demandeur de déployer des méthodes un peu plus à l'occidental, de planification, de gestion des risques. Tout le monde était content. Et on a très vite abandonné parce que ça prenait pas. Et on voyait bien que de toute façon, ça n'avait pas de sens de commencer à se questionner sur ce qu'on allait faire à plus long terme. On est plus dans une gestion assez fil de l'eau, quoi. Et il y a un exemple qui est pour moi, qui est assez évident, la prise de réunion. Donc, quand on a besoin de prendre des réunions avec nos collègues en France, voilà, leurs agendas sont souvent full. C'est non, on s'en reparle dans une semaine, dans 15 jours. Ah non, je peux pas. 3 mois plus tard, ils sont déjà bookés, etc. Parce que Vietnam, c'est pas du tout comme ça. Mais alors comment ils font C'est vrai qu'en France, pour avoir un rendez-vous avec quelqu'un, il faut on vraiment se planifie pas. coordonner. Personne ne planifie trop en avance. D'accord. À partir du moment où tout le monde est sur la même ligne, le sujet se pose pas. C'est sûr que si on avait deux populations qui devaient cohabiter, une qui planifiait 6 mois à l'avance et une autre qui planifiait au lendemain, ce serait problématique. Ici, au Vietnam, Il n'y a pas de rendez-vous. les rendez-vous se prennent dans la semaine, les 10 jours, les 15 jours. Les rendez-vous à long terme, ils peuvent être pris, on sait très bien qu'ils seront annulés, déplacés, modifiés. Donc c'est plus un pense-bête que réellement un élément fixe dans l'agenda. C'est assez facile d'accéder à quelqu'un, Très facile. s'il a envie de te rencontrer. Voilà. On s'est parlé hier soir et on se voit ce matin à 8h, donc c'est aussi un bon exemple. C'est génial ça. Mais il faut rentrer dans ce mindset. Moi, je suis arrivé en bon occidental avec mon agenda Outlook ouvert sur les 3 mois et en essayant de planifier les choses, et j'ai vite compris que Mais c'est-à-dire que là, il fallait rembobiner. Tu dis à tes collaborateurs, là on se voit tel jour, là tel jour, là tel jour, dans 1 ou 2 semaines, qu'est-ce qui se passait? C'est que les gens oubliaient Les gens arrivaient, venaient pas, arrivaient en retard, annulaient. On gère les priorités. Ils avaient toujours une bonne réponse. Bien sûr, Et comme on est dans cette dynamique client, partenaire, prestataire, donc il faut se mettre dans ce rythme-là. Ce qui a du bon, honnêtement, ce qui a du bon. Ça, on est moins stressé dans le côté verrouillé de son agenda. Il y a beaucoup plus de choses qui peuvent se passer dans une journée parce qu'on se rend disponible. Alors, en termes d'énergie, comment toi tu le vis? Est-ce que ça te donne de l'énergie, de l'adrénaline, ou au contraire, ça peut être un peu épuisant, ce rythme effréné? Les deux, naturellement les deux. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on se dit waouh, on vit quelque chose d'extraordinaire parce que c'est hyper excitant d'être toujours, de rebondir d'un sujet à l'autre, d'une problématique à l'autre, de pas forcément savoir en se levant le matin ce qu'on va faire dans la journée, etc. Et à la fois parfois c'est un peu usant parce qu'il faut toujours être un peu à l'écoute et on peut malgré tout essayer d'avoir une sorte de plan sur sa semaine, sur sa journée, sur ses 3 jours, et puis la permanence on change, on modifie, on adapte, donc c'est un peu fatigant aussi. Donc il y a les deux. De toute façon, le Vietnam, c'est en termes d'émotion, on monte haut, on descend bas, et donc faut garder le cap entre les deux, quoi. Alors de toutes ces années au Vietnam, si tu avais des choses à retenir qui t'ont enrichi, que tu voudrais partager avec nos auditeurs sur le monde du travail, sur l'engagement, sur l'énergie, ce serait quoi que tu as envie de partager? Alors, quelque chose qu'on n'a pas évoqué, qu'on a peut-être évoqué en filigrane, c'est l'agilité. Oui. Moi, je pense que ce qui est extrêmement valorisable et reconnaissable ici au Vietnam, c'est l'agilité. Les gens sont extrêmement agiles. Agiles pour passer d'un projet à l'autre, agiles en mobilité, agiles en réactivité. Et je pense qu'on a perdu ça dans notre approche occidentale, où on a malheureusement, alors ça veut pas dire qu'on n'est pas agile, on sait être agile, mais on a quand même un peu plus de rigidité dans notre approche et un peu plus de résistance sur tout un tas de choses. Pour moi, le premier thématique que je retiens, c'est ça, c'est cette agilité permanente. Des individus, des organisations? Des individus. Et derrière des organisations à s'adapter. Concrètement, y compris, concrètement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un problème, on va voir n'importe lequel des collaborateurs, il se met en quatre pour, quel que soit le problème, pour trouver une solution, même si c'est pas lui qui la trouve directement et qui va appeler un ami, appeler une connaissance, en tout cas, il fera tout pour trouver la solution. Il y aura des échecs, il y aura des difficultés, mais en tout cas, c'est pour moi un bel exemple aussi de l'agilité vietnamienne à s'adapter à un environnement nouveau. Merci beaucoup Eric pour ton temps, merci beaucoup pour ces enseignements et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.